Bonjour à tous et bienvenue. Depuis 24 heures, l'actualité footballistique crépite autour de la Super League, de ses 12 membres fondateurs, des réactions véhémentes de l'UEFA, de la FIFA et de diverses fédérations et même de certains clubs. Alors on se demande ce qui va se passer, il y a plein de rumeurs en plus abracadabrantesques, qui vont être exclus, ils vont pas être exclus, que sais-je encore. Mais si vous le voulez bien, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en coulisses parce que vous allez voir, c'est pas simplement une question d'argent, c'est avant tout une question de politique. Le football n'est-il pas le sport le plus politisé au monde? Je rappelle que ce qui s'est passé au basket ou en natation pour des cas qu'on pourrait un petit peu apparenter, il faudrait peut-être y revenir notamment sur le basket dans une vidéo spéciale, ça n'avait pas suscité directement des réactions de gouvernement européen. Mais bref, j'ai fait un petit tableau pour pas m'y perdre, mais on va commencer tout de suite avec le premier point, c'est la grande finance et les fonds US, et c'est surtout la prédation incroyable de l'industrie footballistique, qui est un système de prédation économique de plus en plus visible. C'est-à-dire que la grande finance internationale a validé depuis un certain temps le business model du football. Alors vous allez me dire, c'est pas un scoop? Oui, non mais il faut bien s'entendre. Quand on parle de business du foot, on va parler des transferts, des agences collées. Moi là, on va parler de l'entrée de plus en plus croissante des fonds de pension, notamment américains, et des fonds vautours. Par exemple, des fonds qui ont mis à genoux des pays, comme Elliott Management, qui est aujourd'hui aux commandes du Milan AC, et qui est également à Lille. Je parle de ces types de fonds de pension-là, qui vont être sur des très gros clubs, ou même sur des clubs un peu intermédiaires, type Bordeaux, avec King Street, etc. Même si King Street, il y a beaucoup plus vautours que King Street. En tout cas, ces fonds de pension-là, qui viennent de plus en plus dans le football, ont validé ce modèle. Dans le même temps, on se rend compte que des grands clubs comme l'Atlético ou le Barça ont eu affaire à des fonds spéciaux privés, notamment à Londres pour ces deux clubs-là, afin de finaliser quelques opérations de transfert parce que les clubs étaient en manque de liquidité. C'était pour l'opération Griezmann notamment. Donc on se rend compte que le modèle de financement des clubs, qui plus est avec la crise sanitaire, etc., où il y a eu des besoins de financement, passe de plus en plus par des très grosses banques d'affaires qui, comme je vous le dis, participent de plein pied au modèle du foot. Cette prédation, on la voit surtout à travers les propriétaires de clubs. Alors on pourrait parler des Kroenke à Arsenal, c'est un bon exemple, mais on va surtout évoquer les Glazers à United qui sont partie plus que prenante de cette Super League. Alors pour le monde de l'entreprise, c'est plutôt normal de racheter en LBO. Dans le football aussi, c'est de plus en plus répandu, sauf qu'il y a aussi une petite partie cynique. Pour ceux qui ne connaissent pas un LBO et pour comprendre un peu le modèle Glazer. Les Glazers sont là et Manchester United, donc ils avaient racheté des actions à divers actionnaires afin d'obtenir la majorité des parts. Sauf que pour racheter tout cela, pour racheter tout ce gâteau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés contracter des prêts. Ils ont créé une société, la société elle va récupérer des prêts pour avoir l'argent nécessaire et boum, ensuite elle va englober et devenir actionnaire majoritaire de Manchester United. Sauf que vous allez me dire, il va falloir rembourser ces prêts-là, mais c'est pas les Glazers qui vont rembourser les prêts, c'est la nouvelle activité, du moins les dividendes générés par la nouvelle activité qui se nomme donc Manchester United. C'est-à-dire, pour parler très cyniquement, que quand vous achetez votre place à un prix quand même assez folklorique, mais c'est pas que Manchester United. Aujourd'hui, le foot c'est devenu un produit presque de luxe, et même pas qu'en première ligue, de partout, mais c'est un autre débat. Donc bref, quand vous achetez votre place au théâtre des rêves ou que vous achetez un produit dérivé, il y a une petite partie de votre argent qui servait à rembourser les prêts que ces gentils monsieur ont fait pour racheter toutes ces actions-là et ensuite obtenir des dividendes chaque année. Et même quand Manchester United ne gagne pas de titre, vous inquiétez pas que la soupe elle est très bonne et que les millions tombent dans la poche des Glazers. Alors pourquoi vendre quand on a une vache à lait comme Manchester United? Et ce système-là de prédation absolue, il est au cœur de la Super League avec l'argent, l'argent, l'argent. Et ce côté aussi, on dématérialise tout, il n'y a plus de frontières, on a besoin de personne, etc. On est dans le domaine du privé, du privé, du privé, du privé. Et à partir de là, on pourrait se poser la question aussi de dire, mais il y a quand même eu des dérives, parce que là on parle de United, on pourrait parler de plein de rachats, où ça s'est très mal terminé, les mecs ont tapé dans la caisse, enfin je veux dire, pour ceux qui me suivent, vous vous doutez que le foot est quand même un monde un petit peu criminel. Bref, mais que font les instances? Pas grand chose. Et là on a l'UEFA. Alors l'UEFA c'est une confédération qui se veut puissante sur le papier, mais en fait en réalité pas trop. Parce qu'autrement, ils regardent, attends, Juventus, Barça, Pjanic, Arthur, même les fausses factures du RPR à l'époque, même les membres du RPR n'auraient pas osé. Je veux dire, on double les valeurs des joueurs, mais tranquillement, et on te dit c'est un échange de joueurs. Non, c'est pas un échange, c'est deux transferts, afin que les bilans comptables soient plus en norme vis-à-vis des fair play financiers, et dans le même temps, parce qu'il y a énormément de commissions. Si toutes ces opérations se passent tranquillement, c'est aussi à cause de la faiblesse indigente de l'UEFA et des instances. Et là, le plus incroyable, c'est que l'UEFA ne l'a pas vu venir. Alors certes, en janvier, elle a été prévenue, elle a fait un petit communiqué, etc. Ils savaient un petit peu ce qui se tramait, mais dimanche, quand c'est tombé, quand le New York Times a sorti cette enquête, et ensuite le Times aussi,
Stupeur, réunion de crise, etc. Ça veut dire qu'une institution pareille, qui pèse autant, n'a pas son propre service de renseignement capable de les prévenir afin d'anticiper et de jamais être en réaction, mais de contrôler l'information. Ils ne sont pas capables de ça. Mais quel échec terrible. Mais c'est un couac absolu. C'est du jamais vu. Une faillite pareille en termes d'intelligence, je parle vraiment en termes de renseignement, sur un organisme aussi puissant. Mais normalement, s'il y a des gens qui font ce boulot-là, ils sont tous virés. Parce que là, c'est la panique, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le grand maître du jeu, les enfants, la FIFA, parce que l'UEFA toute seule ne peut pas faire grand-chose. Et là, on va citer les statuts de la FIFA. Donc, ça date de 2019. On va aller sur l'article 70 et 71.1, comme vous le voyez, puisqu'il y a un petit truc très important. Aucun match ni compétition ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de la FIFA, des confédérations et ou de l'association membre concernée. Ce qui veut dire que la FIFA est maître, quelque part. Et quand vous lisez tout l'article 71, 71.3 notamment, le Conseil termine les critères relatifs à l'autorisation de situations spéciales non prévues par le règlement des matchs internationaux, ce qui, je pense, se collaborait un petit peu à cette idée de Super League. Et vous pouvez lire également le 72.1 qui est très intéressant, et le 72.2, donc tout joueur ou équipe affiliée à une association membre ou à un membre de confédération admis de manière provisoire ne peut jouer de match ni avoir de contact sportif avec un autre joueur ou une autre équipe non affiliée à une association membre ou à un membre de confédération admis de manière provisoire sans l'accord de la FIFA. Ce qui fait que sans accord de la FIFA, c'est niette, c'est pas possible. Et derrière, potentiellement, pour les joueurs, c'est là où la sanction peut arriver. Donc comme on peut le voir, c'est pas l'UEFA qui peut prendre les décisions, mais c'est avant tout la FIFA. Et là, on en revient au grand jeu politique. Parce que c'est des gens intelligents quand même, ceux qui ont présenté cette Super League. Je veux dire, on va pas leur apprendre à faire du business. Donc, sur les garanties financières, on l'a vu, tu as du JP Morgan, tu as sans doute d'autres personnes, potentiellement même un État concerné, mais on aura peut-être le temps d'en revenir dans une autre vidéo. Mais ils ont eu des garanties. Mais ça veut dire qu'aussi ils ont une espèce de feu vert tacite, pas directement vas-y. Mais ça, c'est du pain béni pour la FIFA. La FIFA, vous savez de quoi ils ont peur? Là, ils ont sécurisé le continent africain avec des élections dignes du Turkménistan à candidat unique élu à l'applaudimètre. Bon, j'ai envie de dire grand nez quelque part, puisque la FIFA, cette grande démocratie du football, veut instaurer maintenant le vote à l'applaudimètre ou à main levée. Gianni Infantino ayant été levé à main levée, et ils adorent les candidats uniques. Alors, des fois, je me dis que le Turkménistan, en effet, n'a rien à envier à la FIFA. Mais bref. Tout ça pour dire quoi? C'est que la crainte en 2023 pour les prochaines élections, c'est qu'un opposant de l'UEFA arrive contre Gianni Infantino. Mais là, l'UEFA, mais ils sont carpettes, ils viennent de se mettre par terre. Et là, t'as Gianni Infantino qui doit sortir un gros cigare, il a sa table d'échecs et qui fait « Ha ha ha, bah c'est Ferrine, bah, c'est fini !» Les gens de l'UEFA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, l'UEFA, ils sont en train de toquer à la porte. « Aidez-nous! Aidez-nous !» Ah bah Gianni, là, il est en train de rigoler, il est en train de fumer le gros cigare. Gianni peut suspendre tout le monde s'il veut, parce qu'il a les statuts avec lui. Poum. Donc, soit il va avoir pilule bleue, soit pilule rouge. La main leste ou la main sévère. La FIFA qui est le maître du jeu aujourd'hui. La FIFA, les clubs, entre guillemets, c'est pas leur grande préoccupation. Eux, c'est les votes. Donc c'est les fédérations. Et là, quand l'UEFA et les confédérations là est autant affaiblie par ce fiasco incroyable, qui reprend le lead? Qui peut les sauver? Gianni Infantino. Si tu additionnes CAF et UEFA, 2023, et je passe à un autre moment. Et ça, c'était leur grande peur. Donc, de là à dire que certaines personnes à la FIFA auraient un petit jeu double en disant mais on soutient l'UEFA et par derrière un petit rire sardonique, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement parce que c'est de la politique. Et là, c'est magnifique pour la FIFA. Et ça en arrive à cette grande hypocrisie générale, puisque la FIFA, on le rappelle, soutient la Super League, mais en Afrique. Alors là, c'est vrai, le football africain a sans doute vraiment besoin d'une Super League de clubs. Hein, la Ligue des champions africaine t'oublie visiblement. Hein, il n'y en a que pour cette course à l'élitisme, etc. Donc d'un côté, on dit non, non, la Super League européenne, pas très bien. Mais en Afrique, c'est bon. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que l'Afrique, c'est un genre de laboratoire, hein, que ce soit footballistique ou pharmaceutique, c'est vrai. Et ça émeut personne. Je suis d'accord avec vous, mais on pourrait quand même crier un petit peu. Est-ce que certaines personnes s'en offusquent de ce qui s'est passé en Afrique? Bah pas tellement. Donc cette hypocrisie-là, même l'UEFA là, l'UEFA a des projets de ligue semi-fermée. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'est la Ligue des Champions. Et si on a un petit peu taquin sur le fair play financier, qui à la base devait être de plus en plus strict. Au début, on l'a mis un peu malléable, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé les dettes d'avant, ce qui était quand même le véritable enjeu au final du fair play financier qui n'a jamais été le cas. Et finalement, avec Ceferin, on a desserré la vis. On devait la serrer, non finalement, c'est bon. Parce que les clubs sont plus importants que les confédérations. C'est encore autre chose, du moins en Europe. Donc tant et si bien que ça a aussi mis un statu quo aux positions.
plus possibilité d'avoir un peu des nouveaux riches, etc. Et donc, quelque part, le fair play financier a eu des avantages concrets, notamment pour les dettes de certains clubs vis-à-vis de joueurs, vis-à-vis de clubs. Ça, c'est une réalité, ça a été très bien à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, ça a figé les statu quo en haut, et les gros ne sont pas vraiment inquiétés, et on a, on va dire, une espèce de semi-ligue fermée. Et d'ailleurs, dans la nouvelle proposition de Ligue des Champions 2024, on se rend compte de quoi? Est-ce que c'est vraiment différent d'une Super League? Est-ce que c'est vraiment différent? Ben non, parce que ça propose de plus en plus de matchs pour faire de plus en plus d'argent. La seule différence, c'est qu'on fait croire que c'est un peu plus ouvert, c'était le cas quand même aussi. Mais c'est avant tout de faire plus d'argent. Le but, c'est le même. C'est le même but. La seule différence, c'est que l'UEFA, c'est un organisme démocratique. Alors là, je crois qu'on va vraiment mettre des guillemets. Et que la Super League, c'est complètement privé. Ça, c'est un peu la différence. Mais dans le reste, le but, c'est la même chose. Et l'UEFA, on parlait de l'indigence de l'UEFA, qui est là maintenant, j'adore. C'est un crachat à la gueule des fans de foot. Ah mais c'est vrai que le fan de foot n'a pas été criminalisé par les instances, par les fédés, par la justice de divers pays. C'est vrai que je rappelle qu'il y a quand même en France, il y a des clubs où des propres clubs ont dénoncé leurs supporters pour un fumigène et tout, les mecs sont pris des gardes à vue. C'est vrai que le supporter de foot, il est très respecté, on l'écoute toujours. Mais non, le supporter de foot, c'est un espèce de gueux qui malheureusement est un amant ou une amante et conduite, mais qui ne veut pas le voir depuis longtemps. Et qui est dupe, et après on peut le comprendre, trop d'amour, etc. Alors que son conjoint ou sa conjointe lui a mis les plus belles cornes de la ville. Et c'est exactement ça notre rapport avec le foot. Et c'est pour ça que j'aime la Super League. Parce que la Super League, c'est la réalité de ce que moi et d'autres on décrit, et on met la sonnette d'alarme depuis longtemps. Il y a le faux building. Ils en ont rien à cirer de vous. De nous. Rien à cirer du foot. L'argent et le pouvoir, c'est tout. Point, c'est un truc politique. C'est une ascension politique le foot. C'est point. Une ascension sociale, rien d'autre. Là les mecs, c'est ça que j'aime avec la Super League. Ils te le disent carrément. Alors ils vont te dire oui, non mais là concrètement tout le monde voit qu'ils n'en ont plus rien à cirer. Donc quelque part je me dis bah enfin, maintenant les gens vont peut-être un peu ouvrir les yeux et arrêter d'avoir des œillères quand ça concerne leur club. Mais ça risque de pas changer grand chose parce que c'est aussi notre responsabilité quelque part. Parce que notre amour déraisonné et déraisonnable pour le foot, ça fait qu'on accepte tout. Mais regardez le nombre d'affaires criminelles de ce sport. L'an passé, t'as l'UEFA qui fait un appel, encore une fois l'UEFA. On a besoin d'aide pour les matchs truqués, on n'arrive pas à les endiguer. On est en zone Europe, les gars. On est en zone Europe, on n'arrive pas à endiguer les matchs truqués. Je rappelle ce qui s'est passé en République tchèque il n'y a pas longtemps, en Arménie, en Irlande, à Chypre. Là maintenant en Serbie, le président de la fédération, il fait une garde à vue parce qu'il est en lien avec le grand banditisme, il y a des meurtres en lien. Oh, ce qui vient de se passer en Croatie avec les Mamić. Et là, c'est là l'hypocrisie générale aussi. Qu'est-ce qu'on entend? Les gouvernements et plein de gens qui montent au créneau. On est en train de nous voler le foot. Est-ce que le foot est en train de mourir? Mais il est mort depuis longtemps le Beautiful Game. C'est plus du foot. Évidemment qu'on est forcément contre la Super League et ce système de prédation et ce système d'élitisme incroyable. Mais les mêmes qui sont pour la Bene League. Je veux dire, maintenant on va fusionner des championnats, donc on va faire l'espèce de 2 championnats pour que le championnat national après n'ait plus aucun intérêt. On essaye de forcer la main. C'est pas dans le même idée de course à l'amendement, de plus de football, C'est pas la même idée? C'est exactement ça. Et on essaie aujourd'hui de fusionner dans cette course du plus grand, du plus grand, du plus grand. C'est pareil. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que les institutions veulent le faire depuis un moment. Des grands clubs aussi. Par exemple, prenez Didier Quillot, l'ancien directeur général de la LFP. Il disait quoi, Franck McCourt? Super League, ça va arriver, la Ligue fermée. Et Jacques Henriot, il fait croire aussi ça. Ils sont quasiment tous comme ça. Mais c'est ça qui est en fait le plus terrible. C'est le décalage absolu qu'il y a entre les fans. Et je pense que là aujourd'hui ils le voient vraiment. Et ceux qui sont à la tête des clubs, c'est inimaginable. Et j'entends par exemple des gens me dire oh, mais regarde le PSG. Non, le PSG, pourquoi ils sont avec l'UEFA là? Parce que c'est politique, parce que le Qatar est super influent au niveau de l'UEFA. C'est tout. Et maintenant il a une place au bord. C'est tout. C'est politique, il n'y a rien d'autre. Bref, j'ai fait de m'énerver et je terminerai là-dessus. Je comprends les fans, leur désarroi, etc. Maintenant, c'est très simple. Hein. Si on voulait faire sauter le système, tu le fais sauter sur les droits TV. Hein. C'est-à-dire, tout le monde se désabonne. Voilà. Et là, tu fais sauter le système. Parce que les droits TV, ça représente entre 50 et 60% des budgets des clubs. Si tu vas pas au stade, bon, tu vas pas... Bon, ça les fait un peu boiter, mais ils pourront toujours marcher. Je rappelle, c'est entre 10 et 12%, par 15 maximum, des budgets d'un club. Les droits TV, c'est plus de 50%. Vous voulez faire changer le système? Bah, ça se passe comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.